Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est le premier live en français questions-réponses et c'est mon premier pour moi également, donc je vous demanderai un petit peu d'indulgence. Vous voyez, on est là au niveau des bureaux de la Golden Globe Race avec la vue sur Port-Olena. On peut voir voilà, les bateaux qui sont... En ce moment c'est sympa parce qu'il y a l'arrivée des Sables les Açores en mini et donc les premiers bateaux sont en train d'arriver. Et puis on a Norbert Sedlacek qui est revenu pour travailler un peu plus sur son bateau. Et puis on a voilà, le ponton actif en plein été avec aussi toutes les activités estivales, les jet skis, etc. Enfin bref, ça c'est pas vraiment l'actualité du jour. L'actualité du jour, donc on est le 15 août. Et ce matin, donc Jean-Luc Vandenesse est toujours en tête de la course, suivi par Mark Slatz. Alors ce qui est assez... intéressant, c'est qu'il nous a confié, Mark Slatz, donc il avait oublié ses gants de protection contre le froid et c'est quelque chose qui va beaucoup lui manquer quand il va attaquer le Grand Sud. Donc ça c'est vraiment une information importante. Sinon on a eu Loïc Lepage au téléphone là juste avant qui nous expliquait que lui ce qui l'inquiète c'est le manque d'eau. Il a plus que 150 litres sur les 300 qu'il avait au départ. Et ça c'est quelque chose qui l'inquiète beaucoup, à tel point qu'il se demande s'il ne va pas s'arrêter à Cape Town, donc sur la pointe de l'Afrique du Sud. Donc voilà, c'est les petites infos. Si vous voulez des infos plus précises, il suffit de lire le point qui a été écrit en français ce matin sur la page Facebook. Et il y a un petit résumé qui est également fait sur le site internet goldengloberace.com. Donc .com, et là vous aurez toutes les dernières infos. Donc par rapport aux questions qu'on m'a posées, on va commencer tout de suite avec Stéphane Eddy qui demande si le rendez-vous à Hobart va être sur le même format que celui de Lanzarote et quand est-ce que nous verrons en fait les images qui ont été données par les concurrents aux Canaries. Donc pour ce qui concerne l'arrêt à Hobart, ce sera un petit peu différent dans la mesure où cette fois-ci, à Lanzarote, ils devaient franchir une bouée, alors qu'à Hobart, ils vont devoir en fait passer une ligne virtuelle qui sera mouillée entre deux bouées et qui sera installée dans Storm Bay. Et les concurrents devront rester 1h30 minimum au-dessus de cette ligne. Ça veut dire que pendant 1h30, ils pourront soit rester à la dérive, soit jeter l'ancre, mais en tout cas ils devront affaler toutes les voiles et l'équipe de la Golden Globe Race ainsi que les médias seront à même de pouvoir les interroger après leur grande virée dans le Grand Sud. Et donc ce sera vraiment intéressant. Il y en a même, d'après ce que j'ai compris, qui ont prévu de rester un petit peu plus longtemps que l'heure et demie obligatoire, parce que ce sera l'occasion pour eux de voir également des amis. Il y a des rendez-vous qui ont été organisés déjà à ce moment-là pour se retrouver. Et on imagine que les concurrents seront vraiment friands à la fois de contact humain et puis de voir tout simplement autre chose que de la houle et des tempêtes, sans doute. La deuxième question de Stéphane Eddy, c'était quand est-ce que nous verrons les images qui ont été récupérées à Lanzarote. Alors c'est vrai qu'on a récupéré les images il y a un moment maintenant, mais il faut savoir que les images qui sont filmées à bord des bateaux de la Golden Globe Race 2018 sont récupérées et envoyées aux équipes des différents skippers qui ont à charge de numériser donc ces contenus et de nous les renvoyer après. Alors je crois que Suzy Goodall est assez avancée sur le process parce qu'elle a commencé déjà à mettre des petites images de photos qu'elle avait fait développer. Mais en tout cas, nous, dès qu'on recevra ces images-là, on fera une petite compilation et on vous les présentera. Mais c'est un process qui est un petit peu long. C'est vrai qu'à l'heure du numérique, on a tendance à oublier que c'est un process chimique qui est éventuellement un petit peu compliqué. Et surtout qu'aujourd'hui, les canaux pour atteindre les laboratoires sont pas forcément très rapides. C'est devenu une activité assez lente, le développement. Donc voilà, pour l'instant ça prend un petit peu de temps, mais c'est ce qui fait la beauté aussi de la Golden Globe Race. Il y a tout cet aspect mystérieux qui entoure la course et qui nous oblige à attendre un petit peu, mais enfin on est sur un rythme qui est un petit peu différent et c'est très bien comme ça. Troisième question, Alain de Montsant ou de Montcamp, je ne sais pas trop comment ça se prononce,
qui lui s'interroge sur les radios BLU et il dit voilà, aujourd'hui une bonne radio associée à une bonne équipe à terre, ça permet d'avoir beaucoup d'infos et ça peut représenter un avantage. Alors oui, effectivement, ça peut représenter un avantage. Il n'y a pas de restriction par rapport à l'utilisation de la radio. Des informations peuvent être données par ce biais-là, mais ce qui est interdit, c'est le routage. Et les skippers doivent s'interdire absolument de recevoir des informations qui correspondent à du routage, ou en tout cas qui encouragent les skippers à aller dans certaines directions. Donc on n'a pas forcément énormément de moyens de contrôler ça, mais ça repose sur l'honnêteté des skippers et des équipes qui comment dire, saliraient entre guillemets un petit peu le concept si ils recouraient à du routage. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et deuxième question d'Alain de Montcamp, combien de bateaux peut-on imaginer après Cape Town, après Hobart ou à l'arrivée? Alors ça, j'en ai aucune idée dans la mesure où c'est la première édition, même si c'est un revival. On se souvient qu'historiquement, en 1969, il n'y a eu qu'un seul arrivant sur le Golden Globe. Et là, sur la Golden Globe Race, bien malin, celui qui pourra dire combien de bateaux seront à l'arrivée. On se demande nous-mêmes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours 12 bateaux en course, 11 nations représentées par ces drapeaux-là. Et puis, on espère qu'il y en aura le plus possible, hein, évidemment, parce que la fête sera évidemment plus belle. Troisième question d'Alain de Montcamp. Donc Philippe Péché, dans la situation où il est maintenant, il va barrer pendant 15 jours et il est déjà en classe Chichester. Et donc, est-ce que ça ne veut pas dire que s'il s'arrête à Cape Town, il va être donc sorti de la course? Pas nécessairement, parce que pour l'instant, Philippe Péché ne nous a pas communiqué sa décision. Il faut savoir qu'il a la possibilité, étant actuellement en classe Chichester, de demander à ce que ce classement soit muté en pénalité de temps. Donc ça, c'est à la discrétion de l'organisateur, mais si c'est accepté, il serait réintégré dans la Golden Globe Race 2018, ce qui lui permettrait, donc s'il fait un arrêt à Cape Town, de descendre seulement à ce moment-là en classe Chichester. Donc pour l'instant, on attend des nouvelles de Philippe Péché et on en saura un petit peu plus une fois qu'on aura donc eu de ces nouvelles. Pour ce qui concerne la question de Laurent Perrault, justement, ça revient sur la classe Chichester. Il demande ce que c'est que la classe Chichester. La classe Chichester, c'est une catégorie qui a été créée pour les gens qui font soit une escale, soit qui ont un appel qui leur permet d'avoir une aide technique. Ce qui n'a pas été le cas, je le rappelle, de Philippe Péché, parce que lui, il avait plus besoin d'un support psychologique. Le coup de fil qui l'a fait descendre en classe Chichester, c'était un coup de fil à sa compagne, à son équipe. Donc la classe Chichester, c'est ça, c'est une classe qui permet aux concurrents donc, qui ont dû s'arrêter une fois ou qui ont eu un coup de fil extérieur. On a des petits soucis de gimbal au moment où je vous parle, donc de rester classé dans une autre forme de classement, qui est une catégorie un petit peu en dessous la Golden Globe Race, mais qui permet de rester en course. Et donc à l'heure actuelle, on a Philippe Péché qui est en tête de la classe Chichester devant Antoine Couzeau qui lui s'était arrêté à Lanzarote. Pour ce qui est maintenant la question de Jacques Gourmaud. Alors comment font les concurrents pour envoyer des messages textes? Alors les messages textes, ils sont envoyés à l'aide de ce petit appareil, voilà. Et les concurrents ont à charge chaque jour d'envoyer au moins un message. Et s'ils veulent en envoyer plus, il faut qu'il y ait un écart de 6 heures entre chaque message. Donc c'est par ce biais-là que ça passe. Par contre, ils n'ont pas le droit d'utiliser le téléphone satellite. Le téléphone satellite, enfin, ils ont le droit de l'utiliser. On leur demande même de l'utiliser, mais simplement une fois par semaine, lors d'appels de sécurité. Ce sont ceux que vous pourrez retrouver sur le SoundCloud qui se trouve sur le site internet. Ce sont des appels, on va dire, de vérification où on prend des nouvelles à la fois du skipper et du bateau, et ça, ce sont des coups de fil imposés
qui ont été imaginés essentiellement pour des raisons de sécurité. Et ce téléphone satellite, ils peuvent l'utiliser si nous, par le biais de cet appareil-là, on leur envoie un message en leur demandant d'activer leur téléphone satellite pour leur parler en cas de situation d'urgence, etc. Donc c'est par rapport à la question de comment sont envoyés les messages textes, voilà, ils sont envoyés avec ce petit appareil qui est donc installé sur le tableau de bord du bateau généralement. Il y en a un deuxième qui est aussi avec tout le matériel d'urgence si jamais il y a besoin de l'utiliser. Et il y a un troisième petit appareil aussi qui est un petit peu différent et lui qui envoie le signal pour que les bateaux soient traqués. Ça, c'est installé à l'arrière du bateau. Donc voilà, il y a 3 petits appareils comme ça et 2 qui servent à envoyer les messages textes. Et ça peut servir éventuellement de GPS si il y a besoin, mais simplement à partir du moment où c'est activé. C'est-à-dire que si on perd l'antenne à l'arrière du bateau, ça peut être utilisé pour que le bateau soit à nouveau traçable. Voilà. Donc ça, c'était les petites questions un petit peu plus techniques. Et pour arriver à la dernière question de Robert Hudson, voilà, lui, il est passé à Falmouth et il s'interrogeait sur l'utilité des petites casquettes en tissu. Lui, il trouvait ça un petit peu ridicule par rapport au parcours. Il faut savoir que des gens comme Jean-Luc Vandenette, qui ne sont pas des novices, utilisent ce type de casquette. Il vient même d'ailleurs d'installer à quelques jours de l'entrée dans le Grand Sud, il vient d'en installer une qui est un petit peu renforcée justement pour ce type de conditions. Et ces casquettes-là, quand les conditions sont trop méchantes, a priori, les skippers les aplatissent pour qu'elles ne soient pas exposées aux intempéries. Donc on peut imaginer que ces casquettes-là survivront au Grand Sud si elles sont régulièrement repliées quand les conditions sont trop mauvaises. Et de toute façon, les skippers sont organisés pour continuer à manœuvrer leur bateau sans cette aide-là, dans la mesure où c'est quelque chose qu'ils ont préparé. Il y a aussi des casquettes en dur qui existent. Bon, c'est un peu la beauté aussi de la Golden Globe Race, c'est que chacun prépare son bateau en fonction des règles qui sont établies, mais en fonction des choix aussi, lui, qu'il est capable de faire. C'est la même chose aussi pour les régulateurs d'allure. On a vu qu'il y a eu tout un tas de choix différents avec plus ou moins de bonheur. Ça, on en a parlé pas mal récemment aussi. Mais en tout cas, voilà, pour répondre à cette question-là, moi, d'un point de vue personnel, je pense que c'est tout à fait utile et même en tissu. Après, ça dépend vraiment de l'usage qu'on en a et de comment on gère le timing voilà, de l'établissement de ces casquettes ou de leur repliage quand les conditions l'imposent. Ça, c'est très personnel d'ailleurs. C'est assez marrant parce que y a même certains concurrents comme Abhilash Tomy, lui qui n'a même pas de casquette, que ce soit en tissu ou en dur, parce qu'il a estimé que comme il avait une réplique de Suhaili, qui est donc le bateau vainqueur de la Golden Globe Race, et que Sir Robin Knox-Johnston n'avait pas de casquette lui-même, il a dit à ce moment-là, moi j'en prends pas, par souci voilà, de pureté par rapport au concept originel. Donc ça c'est vraiment c'est très difficile d'estimer la qualité d'un choix, sachant que bon, voilà, les skippers ont tous leur expérience. Hein, je reviens sur VDH, lui qui est quand même quelqu'un qui est extrêmement bien préparé, qui a priori n'a pas pris de décision vraiment stupide depuis le début. Donc il est parti avec des casquettes en tissu, c'est qu'il doit estimer que c'est ce qu'il y a de plus approprié, parce qu'il y a une histoire de poids aussi. Hein, c'est des protections qui sont moins lourdes aussi que des protections en résine. Voilà, donc pour répondre, pour conclure sur cette question-là, je ne pense pas du tout que ce soit inutile, simplement, ou en tout cas inapproprié, et ça c'est vraiment les skippers en fonction de leur usage qui connaissent la réponse. Donc voilà en gros pour ces questions et réponses en français. C'est que le début, hein, voilà. Bon, moi je vais me chauffer un petit peu aussi à l'exercice. Et on va essayer voilà, d'aller un peu plus avant au fur et à mesure des semaines. Moi ce sera le mercredi
Voilà, donc dans l'après-midi, en début d'après-midi ou en fin d'après-midi. Et pour la version en anglaise de Dawn, c'est le samedi dans la journée, généralement plutôt en début d'après-midi. Donc voilà, on vous encourage à continuer à nous poser des questions. On sera ravis d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis on va continuer à vous alimenter en informations en français et en anglais autant qu'on peut. Là, on va rentrer dans une phase qui va être assez intense parce que voilà, ils sont à peu près à une dizaine de jours d'entrée vraiment dans le Grand Sud. En ce moment, sous Cape Town, il y a des vents qui soufflent jusqu'à 70 nœuds en réel et dans une houle qui atteint une dizaine de mètres. Donc l'environnement va vraiment changer. La température va tomber de façon drastique et voilà, on va monter d'un cran dans on va dire dans le niveau peut-être d'émotion que vont ressentir les skippers. Voilà, ils ont eu pour l'instant 45 jours pour s'y préparer. On sent bien dans les vacations que ce sont des questions qui commencent à aller travailler et c'est assez marrant de voir aussi que la Cape Town a un effet comme ça un petit peu dément dans les mentions et les réflexions des skippers parce qu'ils savent très bien que c'est un peu la dernière marque avant le grand saut dans l'Atlantique Sud et voilà, on leur souhaite évidemment tout le meilleur, mais c'est vraiment le début de la grande aventure et voilà, ils ont eu 45 jours pour se chauffer, ce qui est quand même assez fou quand on y pense et ça donne un petit peu la mesure de cet événement qui va s'étendre sur plusieurs mois. Et il va se passer encore plein de choses et on sera là pour vous les raconter. À bientôt. Ciao. Getting there? All good? Et à toutes, nous sommes donc le mercredi 22 août et donc c'est la deuxième session de questions-réponses organisée donc au sein des bureaux de la Golden Globe Race cette fois parce qu'on voulait le faire dehors mais il y a pas mal de vent. On voulait le faire dehors parce que aujourd'hui c'était l'arrivée d'un bateau qui est une réplique d'un galion espagnol. Et c'est assez marrant parce que c'était les bateaux qui étaient utilisés notamment par Magellan, qui est le premier homme à avoir fait un tour du monde à la voile. Et donc c'était une petite référence, une de plus symbolique, après tous les bateaux historiques à avoir fait le tour du monde qui sont passés sur les pontons du Vendée Globe. Et ben là on en a un nouveau qui est historiquement le plus ancien et voilà, là on ne pourra plus aller plus loin que ça. Les nouvelles de la semaine, écoutez, la grande nouvelle c'est que la Golden Globe Race 2022 vient d'être annoncée et donc les inscriptions sont ouvertes. On a déjà près de 70 personnes qui s'intéressent très sérieusement à la course. On a même Robin Davey qui est là parmi nous et qui était un des concurrents engagés sur cette édition mais qui était en retard sur son programme et qui a manqué le départ à peu près de 2 mois dans son programme de préparation. Et voilà, donc il est là avec nous et il fera partie de la prochaine édition. Donc pour s'intéresser aux questions qui nous ont été posées cette semaine, on va commencer par Guy Aubonnet qui demande si les vitesses indiquées sur le tracker, quand on clique sur donc les bateaux qui sont matérialisés sur le tracker de la course, comment sont calculées ces vitesses-là. Donc c'est des points qui sont calculés toutes les 4 heures, donc entre chaque session de 4 heures, voilà, il y a 2 points qui sont posés et la vitesse est calculée en fonction de la moyenne entre ces 2 points. Il était étonné de voir des vitesses qui dépassaient les 7 nœuds, ce qui est une vitesse relativement élevée pour les bateaux de la Golden Globe Race. Mais c'est effectivement la vitesse objective, notamment de Jean-Luc Vandenette qui glisse en ce moment sur le dos d'une dépression et en plus qui est accompagné par la houle et le vent est 3/4 arrière. Donc ces bateaux-là peuvent atteindre des vitesses relativement importantes par rapport à leurs caractéristiques techniques dans ces conditions-là. Donc voilà, pour revenir à cette question sur
Donc le tracker, quand on clique sur le petit bateau qui est matérialisé par un petit triangle en gros, ça donne la vitesse toutes les 4 heures. Deuxième question de Stéphane Eddy qui s'inquiétait un petit peu des soucis d'énergie de Tapio. Il faut savoir que Tapio, depuis plusieurs semaines maintenant, a des soucis d'énergie relativement sérieux. Son moteur est complètement out de la course jusqu'à la fin. Là. Donc ça, il peut plus compter dessus. Les panneaux solaires apparemment ont un rendement relativement faible, mais il compte beaucoup sur son comment dire, sur le générateur électrique qui donc est une petite pièce qui se met à l'arrière du bateau et qui permet de produire de l'énergie à mesure que le bateau avance. Et là, il avait une petite pièce qui lui manquait. Il l'a trouvée sur une des petites hélices de rechange qui l'avait embarqué à bord. C'était scotché sur cette petite pièce-là. Donc, il est très confiant dans sa capacité à pouvoir continuer à faire la course avec cette petite réparation. Et ensuite, donc Stéphane Eddy demandait est-ce qu'il peut continuer à faire le tour sans énergie. Alors, il peut continuer à faire le tour sans énergie. Il n'y a rien qui l'interdit dans le règlement. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Soueli en 1969 à l'époque. Simplement, il peut utiliser ce petit objet qui s'appelle le YB3 et qui sert à envoyer notamment les messages, mais ça sert aussi à envoyer la position éventuellement. Et à partir du point où il est actuellement, si il utilise cet objet-là une fois par jour pour envoyer sa position, il aura assez de batterie pour aller jusqu'au Sable d'Olonne. Donc ça nous permettra de le suivre. Et si jamais, par hasard, cet objet-là aussi se tombait en panne, écoutez, il continue la course de toute façon, et puis on le verra arriver au Sable d'Olonne à un moment donné. Donc il n'y a rien qui l'interdit de continuer la course sans aucun moyen d'énergie. Troisième question et deuxième question de Stéphane Eddy. Philippe Péché va arriver à Cape Town dans quelques jours. Y aura-t-il sur place des membres de son équipe avec le matériel nécessaire pour une réparation rapide? Alors ça, on n'en sait rien, on n'a pas d'informations là-dessus. On sait que Philippe Péché, il a envoyé un message là tout à l'heure disant qu'il allait vers Cape Town, donc ça c'est acté, il va vers Cape Town. Par contre, on ne sait pas ce qui a été prévu par son équipe sur place, si quelque chose a été prévu ou non. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la Golden Globe Race, on a un partenaire technique qui s'appelle Geg Pindar et qui s'occupe de toute la logistique sur la Volvo Ocean Race. Et lui, il sera là, prêt à l'accueillir et à offrir un soutien logistique et technique si il en a besoin. Donc pour l'instant, voilà, on en est là. Pour ce qui concerne maintenant Stéphane Eddy, sa troisième question, il demande VDH va entrer dans l'Indien, quand sera-t-il à Hobart? Donc nous, selon les prévisions qu'on a fait, ça serait aux alentours du 16 octobre, et c'est des prévisions qui ont été confirmées par Jean-Luc. Lui, il arrive à peu près aux mêmes conclusions. Donc ça va être bientôt, hein, c'est dans un peu plus d'un mois et demi. Ça va être relativement rapide, et ce qui permet aussi de s'imaginer que les concurrents reviendraient au Sable d'Olonne aux alentours du début du mois de février. Donc un peu en deçà des prévisions qu'on avait imaginées. Donc voilà un petit peu pour les dernières questions qui m'ont été posées en français. Il y avait des petites questions aussi qui avaient été posées à Don McIntyre et que j'avais relevées un petit peu pour éclairer aussi le public français par rapport à ces questions posées à Don et qui concernaient en fait la récupération de l'eau. Il faut savoir que les concurrents partent avec en moyenne 250 ou 300 litres d'eau. Mais ça ne peut pas représenter un volume suffisant pour faire le tour du monde. Donc, ils sont censés récupérer de l'eau au cours de leur parcours. Il s'avère que la descente de l'Atlantique, à la fois nord et sud, a été très peu généreuse en eau.
et à tel point que ça inquiète les coureurs. J'ai eu Loïc Lepage ce matin au téléphone qui me faisait la confidence qu'il se réserve le droit de s'arrêter à Cape Town parce qu'il n'a pas réussi à récupérer suffisamment d'eau selon lui pour attaquer sereinement le Grand Sud. Il lui reste à peu près 120 litres d'eau. Et c'est vrai que bon, s'il n'en récupère pas d'ici la fin du parcours, ça va être très très léger, quoi. Donc il se rationne déjà et ça l'inquiète. Alors les techniques qui sont utilisées par les coureurs, alors je ne vais pas être exhaustif, mais je peux en évoquer certaines. Il y a notamment Suzy Goodall qui a mis en place un système au niveau de sa casquette en dur, un petit système de gouttière qui permet de récupérer de l'eau. Si je me souviens bien, Nabil Amra avait installé le même type de système également. Il y a d'autres techniques qui consistent en fait à affaler un petit peu la GV pour créer une rigole et en fait après récupérer de l'eau avec des seaux, où il y a même des systèmes qui permettent aussi pour être encore plus efficace, d'utiliser des tuyaux qui vont jusque dans le fond du bateau et qui remplissent donc les réservoirs. Donc, vous voyez, c'est ça essentiellement les techniques. Et il demandait aussi si la difficulté, ça n'allait pas être aussi de récupérer de l'eau dans le sud, sachant que l'univers étant beaucoup plus hostile et beaucoup plus salin, il n'y allait pas avoir un mélange un petit peu d'eau salée et d'eau douce. Ben, effectivement, ça, c'est une difficulté auquel vont s'affronter les marins aussi. Mais bon, Sir Robin Knox Johnston était passé à travers ces difficultés-là en son temps. Donc on peut imaginer que voilà, c'est possible. Donc voilà en gros pour l'ensemble des questions qu'on a eues cette semaine. Bon, c'était relativement léger. N'hésitez pas à en poser autant que vous voulez. J'essaierai d'y répondre autant que possible dans la mesure de mes connaissances et de mon temps de préparation, parce qu'on manque pas mal de temps dans l'équipe de la Golden Globe du fait qu'on n'est pas très très nombreux. Enfin bref, on fait de notre mieux pour essayer de vous renseigner sur toutes les petites zones d'ombre qui peuvent exister. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site de la course et sur la page Facebook, notamment par rapport à la question aussi de la remontée de la limite qui a été instaurée par la direction de course. Vous voyez cette petite ligne noire, là, représente la zone en deçà de laquelle les bateaux n'ont pas le droit d'aller. Il s'avère qu'elle a été relevée un petit peu là il y a 2 jours maintenant par Don McIntyre parce que les bateaux en fait sont arrivés un peu plus tôt que prévu donc dans cette zone qui est encore très très agitée. Hein. C'est le début du printemps voilà dans le Grand Sud et les tempêtes sont encore très très féroces. Et ce qui se passe, c'est que dans ces zones-là, on a des convergences de courants, et notamment de courants qui peuvent aller contre le sens du vent. Et dans ces zones où le swell est bien prononcé, ça peut créer des vagues déferlantes, évidemment, qui sont source de risques et de chavirage potentiel. Donc, il y a eu un petit... il y a eu comment dire... les équipes enfin en tout cas les skippers de la Golden Globe Race ont été prévenus de cette configuration et on leur a envoyé des informations concernant les zones à éviter. Et Jean-Luc Vandened est pile poil dedans en ce moment, mais enfin il devrait passer un petit peu en dessous. Et de toute façon, voilà, il sait comment gérer ce genre de situation. Mais c'est pour dire que voilà, le fait que les bateaux soient arrivés un petit peu en avance par rapport au planning prévu a obligé l'organisation à relever un petit peu cette limite en deçà de laquelle ils ne peuvent pas aller pour les préserver du plus mauvais temps. Donc voilà pour les dernières nouvelles de la Golden Globe et les dernières questions. Et puis écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles réponses dans la mesure du possible. Voilà, merci beaucoup. Yeah.